Merci tous d'être là ce soir. Ils ont démontré que l'Afrique, le premier continent de l'humanité, avait, écrites ou non écrites, de multiples traces de son passé multimillénaire. Ils, les idéologues de chez eux, avaient arrêté que nous étions sans culture. Or, on leur a répondu que les Africains de la plus longue histoire de l'humanité avaient la culture la plus riche de l'univers. C'était l'unique forgeron dans une zone rurale où l'on comptait 5 villages. Et ma mère, décédée alors que je venais d'avoir 12 ans, en 1972. Moi-même, je suis Aboubakar Sadamba Tchakoura. Et c'est ici que commence réellement mon histoire. Comme je suis né en 1960, avec une tache et des cheveux blancs derrière la tête, il fut facile de tirer la conclusion que j'étais la réincarnation de mon oncle Sadamba. Il n'y avait pourtant pas erreur. L'homme ainsi nommé était bel et bien son fils. Sami Tchak. Tu as changé de nom. Tu t'appelles maintenant Sami Tchak. Sami Tchak? J'ai tué un gros bélier pour ton baptême à Boubacar. Ton propre oncle, mon grand frère Issa, l'imam de notre village, a choisi lui-même ce prénom dans le Coran. Aboubakar. Sami Tchak. Oui, voilà. Comme c'est beau. Mais cela ne signifie rien pour toi-même. Encore moins pour moi, ton père. Encore moins pour notre village. Ta seule terre de vérité. Tu as jeté ton nom à la poubelle. Donc jeter ta vérité pour t'habiller d'un mensonge. Quel destin! Tu nais avec un nom et il te faut passer le reste de ta vie à tenter de t'en inventer un autre. Après avoir jeté le seul qui te rattache à une communauté. Ta voix est la voix du vide. Tu as fait de l'histoire de notre famille un morceau de sucre dans les océans. Tu vas fondre dans le grand monde. Ta saveur disparaîtra dans la saveur des autres. Tu parles de quoi dans tes livres? Est-ce que tu parles de nous? Est-ce qu'il y a des mots dans une autre langue pour vraiment parler de nous? Mon fils, ton nom signifie-t-il encore quelque chose dans la forêt des noms du monde? Je me demande, d'où est-il finalement? Ce que tu es devenu, vaut-il ce que tu as cessé d'être? Tu t'es perdu au milieu du feu, Aboubakar. Au milieu du feu, tu t'es perdu. Et pour ça, je te dis bravo. Car personne n'aurait prédit cela. De l'enfant de ce rien de village dont tu t'es rendu indigne. Personne n'aurait prédit cela, mais tu l'as fait. Et pour ça, je te dis bravo, Aboubakar. Tu peux donc reprendre ta fuite sur tes 1001 pistes de feu. Continuer de te perdre jusqu'à ce que les feux finissent de te consumer. Adieu, Aboubakar. Mais il restera dans ce village à ton sujet la seule vérité qui vaille. Moi, Salifou Kandjaou Tchakoura, j'ai eu un fils, Aboubakar Sadamba Tchakoura, qui s'est perdu dans le vaste monde pour devenir une plante sans racines, au nom étrange de Sami Tchak. J'ai aux autres, avec les autres, et assumer surtout ce que j'ai profondément en moi, ce que je considère comme incurable, c'est-à-dire ma propre médiocrité. Glissant le long du câble, comme une pierre qui tombe, Benoît voyait les deux petites têtes ébouriffées par la vitesse s'éloigner de lui comme des projectiles. Pendant les quelques secondes que dura la descente, ni Louise, ni Louis n'osèrent cesser de sourire, de peur de provoquer un danger qu'ils ne pouvaient pourtant pas concevoir. Arrivé au pylône, de l'autre côté de la rivière, la nacelle, emportée par son élan, s'envola presque à l'horizontale, basculant Luc et Fabien comme des sacs sur le rebord. Louise poussa un cri qui fut stoppé net par le bruit de forge que fit la masse métallique en retombant sur les enfants contre le pylône. Ce fut aussi bref qu'un coup de cymbale. Déjà, la nacelle s'était immobilisée, libérant les petits qui glissèrent dans les hautes herbes. Les vivants de Pascal Kramer. Pascal Kramer est auteur suisse. Elle vit et travaille à Paris. Il était tombé beaucoup d'eau ce jour-là. Des marigots s'étaient formés. L'eau coulait suivant les petits sentiers, traînant avec elle tous les débris de la saison sèche qui jonçait le village. Le noyau de fruits du baobab n'avait pas bougé.
car il était fixé à la terre par l'eau que la mer avait renversée. Une semaine après le début de l'hivernage, le noyau germa à nu et on vit une petite tige portant précieusement une feuille. Les averses, les pas des êtres humains et les sabots des animaux l'épargnèrent miraculeusement. Et bientôt, une jeune plante frêle se réveillait avec le soleil et se couchait avec lui. La vie inlassable continuait son cours. 2 ans plus tard, c'était un jeune baobab au tronc droit et haut. Soutenant un feuillage généreux, à nouveau la saison sèche. Et tout recommença comme les autres fois. Le village entier avait pris cette forme d'existence où le beau s'entremêlait avec le quotidien et le rêve. Le soir, au coucher du soleil, les anciens faisaient des sacrifices aux ténèbres. Vu de loin, le village tout en banco et toiture de paille sèche semblait s'offrir comme une vierge à la vie. Malgré une apparence d'inanimation, il grouillait comme une termitière. Tout le monde y était heureux, car tout le monde partageait tout. La naissance, la vie et la mort, les douleurs et les peines, les bonheurs et la joie. Dans ce village, les gens étaient ensemble. Les vieux vieillissaient et les naissances étaient accueillies comme l'immortalité. Le nouveau-né était toujours une réincarnation. Mais un après-midi, le tragique fit son entrée. Kodou préparait des beignets de mil qu'on mangeait au petit déjeuner et qu'on distribuait aux voisins. L'huile chauffait depuis un certain temps. Kodou était absorbée par ses préparatifs, perdue dans ses rêves de jeune fille. Elle pensait au jour où elle se marierait avec le fils du berger, dont la haute stature et sa carrure athlétique la faisaient frissonner chaque fois qu'elle le voyait. L'huile prit feu, et le vent qui souffle en début de saison sèche pour mûrir les récoltes surprit la flamme et l'emporta vers les toitures de paille. En 1 minute, tout le village était un brasier attisé par le vent qu'un mauvais esprit avait envoyé pour en détruire l'harmonie. Aux cris et hurlements stridents des femmes se mêlait le craquement du bois des charpentes. Les hommes étaient aux champs, les femmes sortaient les vieillards et les enfants. Une vision terrible suivie de désolation. Le village entier constituait une scène où les spectres des murs en banco servaient de personnages calcinés dans une pose tragique. Plusieurs familles quittèrent ce qui avait été le village et s'installèrent plus loin. Il n'y a plus que le petit cimetière et le baobab fini. Merci Ken Bougoul. Ken Bougoul, quand avez-vous pleuré la dernière fois? Quand avez-vous ri la dernière fois? Merci. Bonsoir. Ken Bougoul, c'est composé Ken qui signifie personne, Bougoul n'en veut. Enfin, l'origine de ce prénom dans la tradition, c'est quand une femme a accouché, tout se passait bien, mais au bout du 3e jour, il meurt. Cette même femme refait encore une grossesse, un bébé normal vient au monde, et 2-3 jours après, il meurt. Et à la 3e grossesse, le bébé qui naît tout de suite, avant même qu'il ne crie, si c'est une fille, on l'appelle Ken Bougoul, ou on l'appelle Sagar. Sagar qui signifie vieux chiffon. Donc c'est une manière d'exorciser soit le mauvais œil, soit le mauvais sort, et en sous-entendant que même la mort ne voudra pas de cet enfant de sexe féminin qui porte le nom de Ken Bougoul. La dernière fois que j'ai pleuré, je dis toujours, je n'ai plus de larmes. Donc, je n'ai plus de larmes il y a très très longtemps. Donc, je ne pleure plus. La dernière fois que j'ai ri, j'ai dit de l'autre côté du regard ce récit autobiographique sur ma mère qui était morte et avec qui je parlais dans l'au-delà. Il y a un passage où je dis que je n'ai pas le sens de la plaisanterie. J'aime une plaisanterie intelligente. Je n'aime pas une plaisanterie qui ne fait pas rire, mais qui fait ricaner. Donc, c'est pour ça que je souris beaucoup, mais je ris très peu. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Vous regardez, peut-être il y a une réaction.
Et ainsi donc, comme tout le monde a besoin de beaucoup d'argent dans notre verre désagenté, de la candeur des mangues sucrés. Et Allah, comment peut-on faire des jeunes des patriotes quand on ne leur parle que de la mort? Quand on leur enseigne que la vie ici-bas n'est qu'une chimère. Et puis ils enfonçaient le clou en disant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Et tu es tellement pauvre et sans espoir que tu ne peux même pas envisager de te marier un jour et avoir des enfants. Parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Et même que tu ne peux plus rentrer à la maison parce que tu ne peux pas regarder tes parents dans les yeux, tellement tu as honte. C'est pourquoi tu bois de l'alcool, tu fumes ton joint dans ton coin et que tu n'es pas un bon musulman. Malgré ta bonne volonté. Eh bien, c'est parce que le monde entier est contre toi. Sauf nous. Sauf nous, bien sûr. Bien entendu. Et nous, bien entendu, on peut t'aider. On est là pour ça. Aider les gens comme toi à se refaire la vie ici-bas et là-bas. Il s'étonne et tremble et pleure en même temps. Comment avez-vous su, monsieur l'imam? Et monsieur l'imam, il répond. Ça, c'est mon secret. Une question seulement. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux retrouver ta dignité et ta place dans la société? Et dites-moi, mon ami, qui au monde ne voudrait pas retrouver sa dignité et sa place dans la société? Et donc, le môme, il se prend à leurs jeux ignobles. Il se fait pousser une barbichette de bouquenin et troque ses guenilles contre des djellabas et des pantalons coupés courts au-dessus du mollet, prêts à tout moment pour les ablutions et la prière. Il fréquente assidûment les nouvelles mosquées des gamins imams. Entre-temps, il s'entraîne au karaté, au judo aikido et au tir à balles réelles. Tout cela au vu et au sous de tout le monde et sans que personne ne lève le bout du petit doigt parce qu'à part les fous alliés comme mon papa, tout le monde était dans leur escarcelle. Les maires, les gouverneurs, les policiers, les députés et même le président de notre République en sursis. Parce que tout le monde avait peur. La frousse avait pondu son œuf de mort infaillible dans le cœur et l'esprit de tout le monde. Monsieur Ousmane Diarra, une toute petite question. Le Niger est un pays très musulman. L'avez-vous perçu? Absolument. Puisqu'on m'a posé la question si j'étais musulman. J'ai plus le même Allah. Mon Allah me dit d'être bon avec tout ce qui c'est bon et seulement méchant avec ceux qui sont méchants. Voilà. Je suis Lola et je n'appartiendrai ni aux tentes blanches des seigneurs des sables, ni au mobilier cousu des citadins parvenus. Je me pavanerai libre et dans la voie parfumée que mes yeux, que mes seins, que tous mes appâts charnels ont frayé. Je continuerai à puiser à pleine main dans la vie que je me suis donnée. Un monde qui m'appartient, qu'à moi, qui n'obéit qu'au seul vent de ma fantasque volonté. Tous ces yeux enflammés, tous ces bonheurs d'un instant, tous ces nuages de désirs incandescents, toutes ces peines que j'écris de mes sens féroces sur les fronts de mes amants, toutes ces illusions que je vends puis que je souffle comme dans des plumes au séphir du petit matin, toutes ces rages que j'allume et que je teins, tout cela est à moi et je veux l'avoir tout entier. Il n'y a plus de puits à des milliers de lieues à la ronde. Et c'est ici qu'a échoué la caravane de ma libre volonté. Je ne céderai à personne ce tarpin de vide où j'ai malgré moi campé. Je resterai libre et je continuerai à me défendre de mes satires des cités qui veulent vider Lola de tout son sang. Je me baignerai seul et libre dans mes propres eaux. Je n'arroserai plus jamais que les ouèdes de mes sens, de mes goûts, de mes appétits fantasques. Je dresserai rien que pour moi une tente décorée, à mon goût, où tout m'appartiendra, à moi qui n'ai jamais rien possédé. J'aime sentir dans la rue ces yeux avides qui trébuchent sur mon corps, qui me caressent longuement de leurs rayons frivoles et impuissants. J'aime ces lueurs qui, quand je passe, s'allument dans leur cœur ramolli des vaincus de la vie. Ils savent que je suis le baume magique qui soulagerait leurs peines. Je suis une lumière d'illusion qui attire les insectes frivoles, car personne ne gagnera dans la loterie de la vie. Tous les paris se portent sur moi,
mais tous les parieurs sont perdants. Nous allons demander à Rebecca Bonef. On m'entend là? Le roman met en scène 4 personnages. Benoît, Louise, leur mère et le mari de Louise, Vincent. Le couple marié à 17 ans vient avec leurs 2 enfants rendre visite aux frères et à la mère de Louise. On se retrouve alors dans un village paumé, loin de tout, sous une chaleur d'été étouffante. Les enfants s'ennuient. Benoît et sa sœur les emmènent faire un tour dans le pré de la Gravière. C'est ici que soudainement, lors d'un jeu stupide, les 2 petits meurent sous le regard impuissant de Benoît et Louise. L'accident retentit comme un coup de revolver, puissant, tranchant, irrévocable. En quelques secondes seulement, tout s'arrête. C'est alors que l'histoire débute. L'histoire de 4 vivants qui se battent pour vivre, pour survivre, pour se reconsidérer vivants. Non pas parce qu'il faut continuer à respirer, mais parce qu'il faut continuer à vivre. L'histoire d'une trop jeune mère qui se laisse sombrer lentement vers une dépression sans fond. L'histoire d'un jeune mari qui tente vainement de faire taire une douleur inexprimable. L'histoire d'un adolescent de 17 ans qui ne sait pas où se situer entre un beau-frère assoiffé de vie et une sœur dont il ne reste plus qu'une fine enveloppe corporelle. L'histoire d'une mère trop souvent absente, qui se réfugie dans l'amour physique afin de faire le deuil. Non pas le deuil de ses petits-enfants, mais celui de sa fille. Car cette dernière se laisse mourir de douleur. C'est donc aussi la perte de Louise que les 3 autres personnages doivent surmonter. Pascal Kramer nous interroge tout au long du roman. Comment croire au pire quand on est jeune et qu'il fait beau? Comment y survivre? Les Vivants est séparé en 3 grandes parties. Dans la première partie, l'accident est rapide, brutal. Dans la seconde, on accompagne Louise dans une chute lente et interminable vers son propre vide. Dans la 3e partie, il y a comme une petite étoile qui brille faiblement dans le néant le plus complet. C'est l'issue, la solution, la seule. C'est la 2e partie qui fait toute l'essence du livre. L'écriture y est atrocement lente et détaillée. Pas un soupir, pas un regard, ni même une odeur ne nous échappe. Il n'y a pas de répit, pas de temps pour s'aérer, pas de bouffée d'air. C'est l'une de ses forces de ce roman. On se retrouve constamment dans une sorte de tension trop réelle. Cette réalité, c'est ce qui fait tout le talent, toute la beauté de cette histoire poignante que nous raconte l'auteur. Les Vivants, c'est le chant tragique, d'hurlements muets. C'est l'extraordinaireté de voir comme la vie lutte contre le malheur et comme le malheur en devient impressionnant. Composé de notes parfaitement maîtrisées, la partition du roman est magnifiquement déroutante. Pascal Kramer possède l'art de dessiner ce qui est invisible, de peindre ce qui est indestructible, de décrire ce qui est inexplicable, d'expliquer ce qui est inexprimable. C'est là ce qui rend sa plume si mystérieuse et si fascinante. Un livre et une auteure à conseiller vivement. Bravo! Bah écoute, merci Rebecca. Je connaissais déjà cette critique vu que Rebecca me l'a lu l'autre jour au lycée La Fontaine. J'ai été très très émue de voir que, ben voilà, quand moi j'ai écrit ce livre il y a déjà longtemps, en 2000, en France, et de savoir qu'il puisse résonner comme ça chez quelqu'un de jeune qui a pratiquement l'âge de mes héros, ça m'a énormément touchée. Tout à l'heure, le texte était un tout petit peu plus long et Marie Bonnemaison s'est battue avec Rebecca tout à l'heure. J'ai assisté à ce combat pour raccourcir, et quand je voyais Rebecca s'accrocher à ses formules, je me suis dit que voilà, elle avait déjà un tempérament d'écrivain, donc j'espère qu'elle va continuer. Je voudrais remercier Pascal Kramer parce que c'est vraiment une écrivaine sublime et très attachante.
et que sans vous, je n'aurais pas pu écrire cette critique. Et aussi beaucoup remercier Madame Bonnemaison, parce qu'elle nous a vraiment portés pour cette semaine littéraire. Et sans elle, rien n'aurait été possible. Restez s'il vous plaît, mademoiselle. On va demander au proviseur du lycée La Fontaine remettre le nom à notre chère lauréate. Bon courage. Merci. Bravo! Merci. Collège Mariama, Blandine Alaba, la route des clameurs, Ousmane Diarra. Johan Beauvais pour Et le ciel a oublié de pleuvoir de Barek Beyrouk. Barek Beyrouk. Merci. Bonsoir. Alors, j'ai trouvé l'aspect tragique de l'histoire et le sort réservé à des personnages qui nous étaient devenus sympathiques, très durs, avec une fin qui, d'une certaine manière, m'a déçu. Cette issue brutale et sanglante permet certes de marquer le lecteur, mais elle laisse un sentiment de frustration. Alors, je trouve ça très beau, je trouve que c'est une très belle critique. Je vous félicite, j'espère que vous continuerez. Merci. Merci. Johan, tu veux bien rester et prendre ton prix? Merci. Merci Barek. Merci Johan. Mustapha Ould Salem Najib, terminal C au lycée d'excellence, sur Riouan ou le chemin de sable de Ken Bougoul. Ken. Bonsoir. Riouan ou le chemin de sable. Des critiques formulées par des élèves de lycée, parce que là c'est pas l'université, c'est vraiment des lycéens, ce ne sont pas des journalistes, des professionnels de la critique littéraire, et je trouve ça absolument formidable. Je suis vraiment ravie et agréablement surprise. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est un conseil de parents, hein. Pas un conseil d'écrivain, parce qu'un écrivain a peu de conseils à donner. D'accord. Voilà. Donc, le conseil, c'est qu'il travaille. On se met au travail. Mettons les enfants au travail pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des marchands d'illusions. Merci. Non, mais juste continuer, parce que vous êtes... Enfin, il y a vraiment... On a vu 5 exemples formidables, donc continuez. Bravo. Sur ce, mesdames et messieurs, on se tourne vers 2016, pour l'édition 2016. Inch'Allah. Monsieur le directeur, je remets le témoin. Oui. Cette semaine littéraire, comme vous l'avez pu le constater là, va sans doute évoluer d'ailleurs sur le conseil de notre ami Ken Bougoul et des autres auteurs sur une dénomination qui sera peut-être plus rencontre littéraire. Vous l'avez vu, c'est rencontres avec des textes, rencontres des lecteurs avec les auteurs. Il y a eu une très belle et importante table ronde qui s'est déroulée dans les locaux de l'université. On a pu voir que 500 étudiants étaient présents, l'ambiance était tout à fait généreuse. Donc je suis persuadé que ce partenariat va s'amplifier l'an prochain. Merci. 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 Moi, j'aimerais inviter les jeunes qui ont été primés. Vous venez? Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci de nouveau aux auteurs. À l'année prochaine. On est très heureux. J'ai envie qu'on se donne la main et qu'on vous salue comme au théâtre, monsieur Beto. Oui, on salue comme au théâtre. Voilà. Oui, on se tient les mains, tous. Voilà. À bientôt. À bientôt.
qu'est-ce que vous avez pensé de la semaine littéraire à Niamey? J'ai pensé que c'était une très bonne expérience, déjà. Et si je devais résumer en un mot ce que ça m'a apporté, c'est de l'ambition. Parce que avec une de mes amies, déjà, on avait eu des projets et les auteurs m'ont vraiment donné envie d'aboutir à ces projets. Donc je pense que l'art, c'est une forme universelle et qu'il faut savoir en profiter. Mais vous, est-ce que vous pourriez être plus précise par rapport à ces projets? Alors avec mon ami, on avait prévu d'élaborer un manga. Et Ousmane Diarra déjà nous a dit que toute forme de lecture était la bienvenue pour se cultiver. Et je pense qu'en aboutissant à ce projet, on aura déjà une grande fierté et un grand plaisir de l'avoir terminé. Ça, c'est Bérouk qui me l'a fait comprendre. Donc voilà un peu. Donc très contente. Et votre amie, alors vous pouvez nous dire qui elle est? Oui, c'est Chloé Gérard de Première L. Merci Aline. Alors Chloé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine littéraire à Niamey? Je pense déjà qu'on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir cette semaine littéraire, de rencontrer les auteurs, de les voir en vrai, de pouvoir parler de leurs livres. Et ça donne aussi une nouvelle chance de découvrir la littérature parce que parler avec des auteurs, ça nous rapproche de tout ce qui est justement la littérature. C'est comme si on la voyait vivante. Et dialoguer avec eux, ça nous donne envie de nouveau réaliser des rêves. Donc voilà, moi j'ai adoré la semaine littéraire. Je suis vraiment heureuse d'avoir vécu. Et quel est l'auteur que vous avez préféré, qui vous a le plus marqué? C'est Ken Bougoul. Et pourquoi? Parce qu'elle a vécu tellement de choses et la voir qui pourtant sourit et partage aussi facilement tout ce qu'elle a vécu avec nous, ça nous rapproche directement d'elle et j'ai adoré. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine littéraire à Niamey? Alors moi, la semaine littéraire, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'Afrique, sur la littérature elle-même et ça m'a donné beaucoup plus envie d'écrire et de lire. Et du coup, ça m'a donné aussi de nouveaux principes et des morales, pas vraiment des morales, mais enfin de nouvelles convictions. Et du coup, quand on a repris les cours de français à la normale, j'ai beaucoup regretté. Merci beaucoup Nadia. Alors vous Lou, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine littéraire? Ce qui était bien, c'est qu'on a pu découvrir un large panel d'auteurs africains. Donc c'était une expérience enrichissante. Et pourquoi c'était enrichissant? Parce que déjà, d'un point de vue personnel, je m'étais jamais vraiment intéressé à la littérature africaine et ça m'a permis de la découvrir. Ainsi que, par exemple, un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait un type d'éditeur spécialisé dans la littérature africaine. Et je m'étais jamais interrogé là-dessus avant. Enfin, c'est toujours bien d'apprendre rien qu'au niveau de la culture générale. Et vous, quel est l'auteur que vous avez préféré? Vous avez vu qui d'abord? J'ai vu tous les auteurs, mais j'ai plus longuement parlé avec Ousmane Diarra, Samy Tchak, Boniface et Ken Bougoul. Et j'ai trouvé que l'auteur avec laquelle j'ai le plus parlé et qui m'a le plus correspondu, c'était Ken Bougoul. Et alors justement, vous lui avez fait une dédicace, un grand remerciement le soir de la soirée de clôture. Malheureusement, vous étiez dans le noir, j'ai pas pu vous filmer. Est-ce que vous pourriez redire ce que vous avez dit à Ken Bougoul ce soir-là? Je lui ai dit que je trouvais qu'elle avait un charisme impressionnant et que j'étais très heureux d'avoir eu l'opportunité de la rencontrer.